Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Sale temps pour les représentants de l'islam en Europe. En effet, ces derniers mois ont vu les tensions entre les gouvernements et les organisations musulmanes. C'est le cas en Belgique avec l'EMB, l'exécutif des musulmans de Belgique, mais aussi en France avec le CFCM, Conseil français du culte musulman. Alors, volonté de mettre au pas les organisations du culte musulman, tentative de réorganiser ces organisations et les tirer vers le haut, ou bien simple enjeu électoraliste dans des pays où l'islamophobie devient de plus en plus un argument de campagne. Beaucoup de questions, alors que cela soit en France ou en Belgique, les points communs sont nombreux. Ce qui est appelé l'islam consulaire est vilipendé, les financements étrangers sont traqués, le casting des leaders des organisations musulmanes épluché, avec l'obligation de montrer patte blanche d'un point de vue idéologique et du point de vue de la compatibilité avec les lois de la République française ou du Royaume belge. Les musulmans sont quant à eux pris en sandwich entre leurs organisations qui ne font pas l'unanimité au sein de la communauté et un pouvoir politique de plus en plus offensif contre l'islam radical, l'islam politique, et qui s'attaque désormais même aux représentants musulmans les plus consensuels. Alors avec nous, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir Farid El Asri, islamologue et anthropologue à l'Université internationale de Rabat. Bonjour, si Farid. Bonjour, merci de votre invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous pour nous livrer un petit peu votre analyse sur différentes questions, notamment liées à la communauté marocaine en général, mais surtout à votre domaine de recherche et académique, l'islam en Europe. Alors avant de demander l'analyse aux brillants universitaires, je voudrais l'avis du musulman européen, puisque vous êtes belgo-marocain. Comment vivez-vous un peu cette descente aux enfers des organisations du culte en Europe après une si longue et chaotique construction du culte musulman ? Alors, en fait, c'est une presque surprise, je dirais. La situation est structurellement compliquée. Et ce qui est important, à mon sens, c'est de prendre en considération que la manière dont les choses ont été fabriquées, que ce soit en Belgique ou que ce soit en France, nécessite de mettre un ensemble d'acteurs autour de la table, et dont notamment les politiques. Et c'est très cynique, je pense, aujourd'hui, de voir la manière dont les choses sont gérées, comme si c'était les organisations musulmanes qui s'étaient elles-mêmes réunies et tentaient de mettre un certain nombre de choses sur pied, à savoir le temporel du culte, l'organisation du temporel du culte musulman en France ou en Belgique. Et donc cette manière d'éviter le débat et d'éviter de s'impliquer dans l'origine même de la problématique est à mon sens assez intéressante à analyser. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on se rend compte que dans la phase de l'organisation, des associations, des institutions musulmanes, etc., nous étions passés à une deuxième phase, c'est la fabrique de l'institutionnalisation du temporel du culte. Cette transition-là est très très difficile à passer et avec un certain nombre d'arguments qui sont aujourd'hui mobilisés et qui semblent effectivement, comme vous l'avez dit dans votre édito, avec un parfum et une ambiance qui renvoient à bien d'autres choses que simplement l'analyse critique d'un objet qui est en soi effectivement problématique, à savoir l'organisation du temporel du culte musulman. Et je pense que c'est effectivement une ambiance généralisée autour d'un climat qui n'est pas du tout apaisé et qui a foncé, me semble-t-il, sur la problématique de l'islam de manière générale en Europe. Et à l'heure aujourd'hui de plus d'un demi-siècle d'ancrage et de processus d'enracinement et d'émergence de citoyens européens de confession musulmane, on se rend compte à quel point le gap est très très important. Et donc c'est cette fracture-là que je trouve intéressante entre le degré de pénétration des musulmans dans le paysage européen et le degré de crispation du processus
d'institutionnalisation et de la reconnaissance d'une réalité visible dans le paysage public aujourd'hui. Alors vous disiez, d'un point de vue personnel, vous vous disiez surpris par ce retournement de situation. J'imagine que vous êtes aussi déçu en tant que musulman de Belgique, en tant que belge de confession musulmane, parce que d'une certaine manière, ça reporte encore à plus loin l'organisation du culte et l'intégration finalement, pas seulement d'une minorité en Belgique, mais d'une religion en Belgique, d'une religion nouvelle, 50 ans à peu près, en Belgique. Ouais. En fait, je vous avoue vraiment, si c'est l'idée du partage d'une émotion et d'un ressenti, c'est plutôt, je pense, la lassitude qui domine. Hein. Donc, comme on suit depuis très longtemps ce processus-là, et je prends un peu le pouls de ce que peuvent ressentir un certain nombre de citoyens musulmans, et je suis en phase avec leur émotion. C'est une sorte de lassitude, c'est-à-dire ils n'y croient pas. On le voyait bien depuis le départ que l'angle qui a été pris n'était pas le bon. Donc, et là, ça ne fait que confirmer effectivement le degré de crise. Alors, avec toute la débandade aussi interne, les bras de fer, on peut avoir une critique évidemment interne, mais aussi des interférences externes. À quel point elles ont défiguré ce mécanisme-là. Et donc, c'est surtout ça, ce décalage entre les valeurs et les principes, et puis aussi la pratique et toutes les politiciennes aujourd'hui qui s'appliquent à ce dossier très très sensible. Et donc c'est vraiment je pense une sorte de lassitude d'être mis aussi de côté, parce qu'il y a une dynamique musulmane qui est très présente dans la réalité européenne, pas seulement en France et en Belgique, mais très fortement en France et en Belgique, et ils ne sont pas impliqués dans le dossier. Et donc, moi je le dis toujours, pas de projet pour les musulmans sans les musulmans. Et il y en a, il y a des vraies dynamiques aujourd'hui, des vraies forces, institutionnelles qui sont présentes dans le paysage et qui ne sont pas nécessairement impliquées. Alors c'est bien beau de dire qu'on plie le dossier, on veut plus de réalité étrangère, mais on veut une réalité locale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des discours qui sont là pour le coup en apesanteur des réalités. Alors justement, on parle beaucoup on a baptisé ça l'islam consulaire, c'est-à-dire l'intervention des pays d'origine. Alors citons-les, clairement, c'est le Maroc, l'Algérie, un peu la Tunisie et la Turquie, pour ne pas l'oublier, qui sont les principales communautés musulmanes. Il y a aussi bien sûr les populations d'Afrique subsaharienne, malienne, sénégalaise, mais les principales communautés musulmanes en France et en Belgique sont celles que j'ai citées en premier. Cet islam consulaire, il est vilipendé aujourd'hui, mais en même temps, on craint une sorte d'islam idéologique. Alors, les wahhabites, tablir, les frères musulmans, et on essaie un petit peu de lutter contre ces différents islams qui ne se rejoignent pas, pour le coup, qui n'ont pas forcément la même force de déstabilisation des sociétés européennes. Et pourtant, aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler. Alors, au début, on entendait surtout parler de cet islam wahhabite qui pose problème avec les lois de la République ou les lois de la monarchie belge, du royaume belge. Mais en même temps, aujourd'hui, on est beaucoup plus en train de vilipender cet islam consulaire. Pour vous, est-ce que on fait fausse route ou bien c'est la seule manière de construire un islam national pour la France et pour la Belgique ? Écoutez, moi, dans tout processus d'institutionnalisation ou dans la perspective d'une institutionnalisation d'un islam dans le paysage belge ou français, ce qui est très important, c'est de ne pas avoir une mémoire courte. Je veux dire, l'arrivée de la dynamique wahhabite est une dynamique qui a été non pas institutionnalisée ni par les personnes citoyennes aujourd'hui d'origine turque ou marocaine. C'est une volonté au plus haut niveau de l'État. Je veux dire, la reconnaissance de l'islam en Belgique, c'est avec l'arrivée du roi saoudien et avec l'ouverture du centre culturel islamique de Bruxelles. On a laissé faire d'une certaine manière. Oui, ça a été un islam de la diplomatie et puis qui a ouvert un sas très très important par la suite et que l'on connaît. Et ça, c'est pas les dynamiques musulmanes locales qui ont instauré ça. Après, la deuxième dimension, c'est qu'il faut aussi une lecture sociologique du phénomène. C'est que des personnes qui sont progressivement ancrées dans un paysage sont malgré tout ancrées aussi à une réalité qui leur appartient et qui renvoie à leur pays d'origine. Le fait de maintenir du lien, etc., me semble tout à fait normal et intéressant. Après, maintenant, il faut voir la nature de
de l'implication et de l'interférence. Mais aujourd'hui, vous regardez dans le paysage belge ou français, on dit les mosquées, il y a des mosquées en France, il y a des mosquées en Belgique. Quand vous regardez le paysage des mosquées, c'est encore des mosquées avec des origines. Oui. Des mosquées d'origine pakistanaise, comorienne, marocaine, algérienne et même régionalisée, si vous voulez. Donc cette dynamique sociologique, elle est la réalité d'un héritage d'une première génération, et ceci va changer progressivement, effectivement. Mais l'idée de maintenir du lien ne me semble pas problématique à partir du moment où ceci est clair et surtout bien établi sur ce que nous voulons, quel est le cahier de charge finalement. Parce qu'après, si on commence effectivement, même sur la question du financement par exemple, à être très regardant, je pense que c'est toujours très intéressant d'observer, imaginons dans toute hypothèse, des personnes d'origine qui seraient collectivement associées et puis qui obtiendraient un financement radical de l'étranger. Ça s'appelle le PSG, le Paris Saint-Germain, c'est ça. Donc on accepte pour le sport mais pas pour le culte. Il faut quand même raison garder. Je veux dire, on peut pas demander comme ça des solutions miracles. Il faut effectivement un accompagnement, mais je pense que la problématique qui se pose, c'est le phénomène de transition sur la perception du musulman aujourd'hui. C'est que nous sommes passés d'un travailleur étranger dans les années 60 à un immigré dans les années 70, début des années 80, et puis lorsqu'il fallait passer le sas du citoyen, il y a eu malheureusement les événements du 11 septembre et puis toute la question de la sécurité qui a quelque part empêché la perception de l'autre comme citoyen. Et donc il y a un climat aujourd'hui, le climat effectivement qui peut générer des formes de xénophobie, d'islamophobie, de ce que vous voulez, mais qui... Une grève qui n'aurait pas pris en fait. C'est une grève qui n'aurait pas pris, c'est-à-dire cette citoyenneté, on ne la reconnaît pas et on estime que c'est un corps étranger. Ça reste un corps étranger. C'est ça. Il y a malgré tout une méfiance et je pense que moi, mon point de vue n'est pas très, je dirais, je regarde un peu le verre à moitié vide pour le coup. C'est-à-dire que je pense que plus l'ancrage définitif des musulmans dans le paysage européen va se réaliser de façon tout à fait constructive, plus les crispations vont être fortes. C'est-à-dire que il faut quand même garder à l'esprit que la représentation musulmane d'un point de vue démographiquement minoritaire est un liquide de contraste très intéressant par rapport à l'identité collective. Autrement dit, si un Mohammed ou un Farid dit je suis citoyen français de confession musulmane, qui suis-je moi? C'est-à-dire il y a une forme de repli identitaire d'une majorité. Et on le voit avec la vague des campagnes présidentielles, il faut quand même analyser le type de discours qui est opéré aujourd'hui. C'est très très intéressant. Donc, comme mécanisme quelque part de repli d'une majorité. C'est-à-dire que l'intégration des musulmans est aussi un révélateur, l'intégration progressive des musulmans de génération en génération joue le rôle de révélateur d'une crise identitaire qui n'est pas forcément uniquement due à la présence des musulmans dans ces pays et à l'intégration de ces musulmans dans le pays, mais une crise identitaire beaucoup plus globale par rapport au monde où on est, par rapport aux idéologies qui ont été un peu un échec, qui étaient un petit peu les forces motrices de certaines sociétés démocratiques. Tout ça, finalement, joue un peu contre cette intégration des musulmans en Europe. Oui, absolument. Plus ça marche, moins ça va marcher. C'est ça la problématique de fond. On entend quand même des discours de grands remplacements, des choses comme ça. C'est-à-dire c'est un climat anxiogène qui en dit plus sur celui qui émet le discours que sur celui sur lequel il veut le plaquer. Donc, c'est vraiment cette image de liquide de contraste. La musulmanité aujourd'hui en mouvement, avec tous les problèmes qui peuvent encore se poser, et il y a effectivement des questions qui sont des épiphénomènes, mais la question des logiques de l'extrémisme violent, sont des réalités avec lesquelles il faut composer, qu'on doit gérer, évidemment, d'un point de vue sécuritaire et tout. Mais ceci ne doit pas non plus ostraciser la réalité d'une majorité et la réalité d'un débat beaucoup plus global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les systèmes et les valeurs dans lesquelles nous sommes aujourd'hui sont en crise, sont en questionnement.
Oui, Oui, pardon. Oui, permettez-moi juste de revenir à Khaled El-Asaly, sur un élément que vous avez évoqué. Vous avez parlé du financement. On est peut-être passé un peu vite. Sur le financement, il y a deux éléments dans le financement qui en tout cas, paraît problématique pour les sociétés françaises et belges notamment. C'est le financement de pays étrangers, soit donc l'islam consulaire, soit l'Arabie Saoudite, ou même des groupements qui voudraient influencer ou prendre pied au sein des communautés musulmanes en Europe. Et puis le deuxième, c'est des financements qui sont pour le coup un peu, pas seulement opaques, mais qui vont directement dans la poche de représentants du culte. Et c'est ce qui a été un petit peu révélé ou pointé du doigt en Belgique avec l'exécutif musulman de Belgique, mais aussi en France, puisqu'on parle de financement davantage, on parle même dans la presse française du logement du président du CFCM qui aurait été pris en charge par le Maroc. Est-ce que ça, c'est aussi des éléments est-ce que les politiques, les gouvernements ont raison de serrer la vis, ou bien c'est encore une manière de disqualifier ces représentants ? Moi, la problématique de fond qui se pose pour moi, c'est le retour en force du grand Sanhédrin de l'époque Napoléon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on somme les musulmans de répondre à une série de prérogatives, à une série de questions, pour pouvoir valider ou pas leur intégration dans la société. On en est encore là. C'est ça, à mon sens, le cœur du problème. La deuxième des dimensions, c'est au nom de cette posture-là, on va se permettre de faire une forme d'entrisme et donc de remettre en question la logique même de la sécularisation et de la laïcité. On va pouvoir bricoler dans la question institutionnelle. On n'imaginerait pas une seule seconde que ça se passe, évidemment, dans la dimension du référentiel chrétien ou juif aujourd'hui. Donc, mais pour la question de l'islam, on peut, parce qu'il y a la question sécuritaire. Ça, c'est ma deuxième problématique de fond. La troisième, évidemment, sur la question du financement. Alors, il peut y avoir opacité, il peut y avoir des fraudes, des détournements, etc. Il y a des lois pour ça. Il suffit d'appliquer les lois. Et il y a une demande de transparence qui doit être mise en évidence. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, est-ce que ceci empêche effectivement, par exemple, qu'une institution ou qu'une organisation qui va organiser, je ne sais pas moi, une formation ou un voyage ou une immersion puisse avoir des financements qui viendraient d'un pays d'origine ou autre? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on devrait, ou par exemple, la question, je ne sais pas moi, de la formation des imams, est-ce qu'il pourrait y avoir une double diplomation entre la France et un pays d'origine? Pourquoi pas? C'est un peu ce qui est en train de se faire. Le Maroc joue un rôle important dans la formation des imams de différents pays européens. Et pour le coup, ça se passe plutôt bien. Et en même temps, on a l'impression qu'on pointe du doigt les organisations qui, au départ, étaient... Et c'est islam consulaire entre guillemets, qui pourtant était un partenaire, en tout cas pour le Maroc, est un partenaire solide et de longue date pour la formation des imams et l'accompagnement de cette organisation du culte et de cette construction de l'organisation du culte en France ou en Belgique. Oui, parce qu'il y a aussi une perception, je dirais, figée de ce qu'on appelle le pays d'origine. Oui. Les réalités évoluent, il y a une vraie plasticité, une vraie dynamique. Et donc, même le rapport des personnes ancrées dans le paysage européen ont évolué également dans leur perception et dans leur rapport. Donc, tout ceci est à prendre en considération pour ne pas se tromper de réalité. Et ne pas que les étiquetages biaisent la réalité des choses. Aujourd'hui, je sais pas moi, une université française sérieuse ne peut avoir que des partenariats sur l'international. Ne peut être ancrée, on peut pas imaginer une université française être exclusivement ancrée sur le territoire français. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui aux musulmanes et aux musulmans, c'est d'être exclusivement avec des financements en France, localisés en France. C'est pas sérieux. Donc, ce serait les seuls à être exclus de la mondialisation, pour le coup. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, on veut des musulmans bretons, on veut des musulmans bruxellois, etc., mais exclusivement. Oui, et donc, ça, c'est... Du terroir. À mon sens, il y a quand même... Une appellation d'origine contrôlée. C'est ça, exactement. Produit du terroir. Exactement. Un bleu, blanc, rouge, made in halal. Donc, mais c'est pas tout à fait...
innocent non plus. Je veux dire, parce qu'il y a évidemment le climat anxiogène qui veut de la transparence et de la sécurité. Et les musulmans sont les premiers à le demander, à le dire. Et donc, il suffit d'être vigilant par rapport à ce qui se produit et non pas généraliser. On a quand même des mosquées qui ont été empêchées ou des banques qui refusent l'accès à leur compte ou voire qui refusent d'ouvrir un compte par simple principe de précaution. C'est pas très sérieux ces dimensions-là. Alors qu'on a tous les moyens, on a tous les outils légaux pour pouvoir suivre une traçabilité évidemment, et contrôler effectivement. La charte de la laïcité en France a fait beaucoup de remous. Est-ce que c'est une réelle volonté de constituer un islam de France, quitte à tordre le bras, à les obliger à signer une charte, on a l'impression qui est un peu concoctée, place Beauvau, au sein du ministère de l'Intérieur, avec Gérald Darmanin, ou bien c'est cette charte de laïcité, et donc tout ce processus est plutôt une manière de de préparer l'enjeu électoral à l'approche des présidentielles, et donc on a l'impression qu'on monte en épingle une polémique pour montrer que on est irréprochable quant à la gestion sécuritaire du culte, pour dire les choses ainsi. Oui, je pense qu'effectivement le climat de la présidentielle ne favorise pas beaucoup les choses. Il y a ce qu'on a appelé donc dans les siècles passés la ruée vers l'or, lorsqu'on a trouvé un bon filon. Je pense que la question de l'islam est un bon filon pour l'argumentaire politique. La problématique aujourd'hui, c'est que on n'est plus avec une pelle et en train d'aller se ruer individuellement pour la recherche de l'or. Aujourd'hui, il y a une vraie industrialisation et on le voit aujourd'hui, la grosse machine, que ce soit médiatique, que ce soit aussi des discours politiques, etc., inquiète très très fortement sur cette concentration de l'islam et qui donne un effet de grossissement qui est très très problématique. Alors si sur le contenu de la charte on peut se retrouver, débattre, discuter, etc., c'est le mécanisme et le processus qui a été mis en place qui ne fait que confirmer une forme de défiance. Vous ne signez pas, c'est bien la preuve que. Et donc ça, c'est ce tour de force est en train je dirais, ça devient un outil de disqualification. Domestication. Oui, domestication. Une forme de domestication. Le terme est fort, le terme est fort, mais pour le coup, il se prête finalement à la dégradation de cette relation entre le ministère de l'Intérieur et les organisations du culte, qui finalement d'ailleurs ont toutes signé, puisque les trois dernières organisations faisant partie du CFCM ont signé, bon gré mal gré, cette charte, mais ça n'a pas suffi, puisqu'aujourd'hui, le gouvernement, l'Élysée, le ministère de l'Intérieur estime que le CFCM est disqualifié pour continuer à représenter le culte musulman. Au milieu de tout ça, finalement, il reste les musulmans de France, les musulmans de Belgique, qui sont d'une certaine manière pris en étau entre deux directions, celle de l'organisation du culte, auquel ils ne souscrivent pas forcément, ou en tout cas pas tous, et puis une autre qui est celle qui est politique. Donc ces deux directions, ils ne s'y retrouvent pas. Que peut-on espérer pour ces communautés musulmanes ? Moi, je pense que les crises peuvent avoir du bon, c'est-à-dire que là, on a quand même été jusqu'au bout d'un processus qui dure depuis plus d'une décennie, au bout d'un processus, je dirais, d'entrisme, de tension, de crispation, de logique d'apesanteur. Et donc, je pense que là, la prise de conscience de la part de citoyens musulmans européens, ce serait effectivement de devoir s'impliquer davantage dans le fait de faire valoir sa voix, de s'organiser pour porter justement cette voix collectivement, et peut-être de développer, je dirais, un nouveau rapport de force, c'est-à-dire que des citoyens qui permettraient finalement de passer d'une logique de défiance où on peut bricoler comme on veut, vers une logique de confiance. Et cette logique de confiance mettra en évidence tout le paradoxe justement de la charte qui en appelle au dialogue, mais on n'appelle pas au dialogue en forçant par le collet justement les uns et les autres à signer, alors qu'on sait que c'est une démarche qui est politique. Donc je pense que c'est, voilà, encore une fois, pour les musulmans, avec les musulmans, le passage de la défiance vers la confiance, et surtout d'organiser quelque part un vrai levier
qui commence à faire entendre les voix. Alors que ça peut être par le biais de tribunes d'intellectuels, par le biais de dimensions associatives qui peuvent se réunir, organiser des meetings, des rencontres, etc. Et de composer avec les acteurs, et puis de fédérer un peu toutes ces forces-là pour faire entendre un nouveau souffle, parce que ce souffle-là existe. Enfin, il n'est même pas nouveau d'ailleurs, mais il est dans l'invisibilité d'une réalité qu'on appelle une majorité silencieuse, mais qui n'est pas tant silencieuse que ça. Il suffit de tendre un petit peu l'oreille. Merci beaucoup pour ces analyses éclairantes. Farid El-Asri, islamologue et anthropologue à l'Université internationale de Rabat, que nous avions au téléphone depuis la Belgique. Merci beaucoup pour cet éclairage sur l'islam en Europe, l'organisation de l'islam en Europe, et d'avoir participé à cette dernière émission Faites entrer l'invité spécial marocain du monde de l'année. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, mercredi à 13h. Donc, je vous souhaite bien évidemment un bon réveillon pour le nouvel an. Et donc à l'année prochaine pour un nouveau rendez-vous. Faites entrer l'invité spécial MRE. Merci, au revoir.